Jean-Pierre Sakoun donc, va conclure avec un certain nombre de propositions du Comité Laïcité et République. Merci aux deux intervenants. Merci à tous nos intervenants et merci au public parce que vous êtes finalement assez nombreux pour une journée de dévastation de transport comme celle que nous connaissons. Et je vous remercie de votre attention et de la qualité des questions qui ont été posées, qui ont toutes suscité des réponses passionnantes au-delà des exposés de chacun. Finalement, nos anciens législateurs savaient y faire. Je réfléchissais à ce qui s'est dit aujourd'hui, et ce qui s'est dit tient en très peu de textes. Alors il y a d'autres textes essentiels qui définissent ce que c'est que l'économie de la nation, les aspects sociaux. Mais pour ce qui concerne les aspects institutionnels, la citoyenneté et la laïcité, finalement ça doit tenir en moins de 100 mots dans l'ensemble de la législation française. Il y a d'abord cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est le préambule de notre Constitution, ou exactement le préambule renvoie au préambule de 1946, dont la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle dit bien des droits de l'homme et du citoyen. C'est sa grande différence avec la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, dont nous voyons, avec surprise parfois particulièrement nous, Français, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher de la rapporter à notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle engendre parfois des monstres. Lorsqu'on voit les comités, les commissions de l'ONU, dont les errances idéologiques sont absolument surprenantes pour nous, eh bien c'est parce qu'ils ont oublié le citoyen. Les droits de l'homme hors sol, ça n'a aucun sens. Les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme et du citoyen. Parce que nous sommes citoyens que nous pouvons, dans la liberté, dans l'égalité et dans la fraternité universelle, appliquer nos droits de l'homme. Sinon, s'il n'y a pas de territoire, s'il n'y a pas de nation, s'il n'y a pas de partage d'un droit, partage d'une constitution, ça ne veut plus dire grand-chose. Alors il y a ça. Et puis il y a deux articles, c'est la deuxième partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans lesquels on trouve déjà la laïcité en réalité. Il y a l'article 3 qui dit que la seule souveraineté, c'est celle du peuple, ce qui signifie que toute organisation, qu'elle soit religieuse ou autre, n'a aucune souveraineté sur aucune partie du peuple. Et que vis-à-vis de ces organisations, à la différence des théocraties, ou à la différence d'autres formes de dictature, eh bien, les citoyens sont totalement libres de respecter ou de ne pas suivre ce que demandent, ce qu'exigent parfois ces organisations qui ne sont pas issues de la souveraineté du peuple. Et puis l'article 10, qui rappelle que la liberté de conscience, déjà, existe, même en matière religieuse, comme le dit cet article. Alors là, on a, en deux articles, en quelques mots, l'essentiel. Et puis après, donc, il y a cette fameuse loi de 1905, et ces deux articles principiels. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, l'article 1er, que la plupart des adversaires de la laïcité prononcent bizarrement. Je vous invite à tendre l'oreille lorsque vous entendrez certains qui ne sont pas si amis de la laïcité sans adjectif, qui ont tendance à dire la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Eh bien non, il n'y a pas de « et », il y a un point. Et ce point est essentiel parce que c'est bien d'abord parce que la liberté de conscience des citoyens est assurée comme fondement absolu de leur liberté, que la République a la générosité de garantir le libre exercice des cultes dans la mesure où ces cultes ne viendront pas influer sur la liberté de conscience des citoyens. Et puis l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et pas plus que le mot laïcité
n'est écrit dans la loi de 1905, pas plus n'y est écrit le mot religion. Seuls les cultes, c'est-à-dire la manifestation matérielle d'une croyance, puisque le mot croyance apparaît, lui, dans l'article 1er de la Constitution de 1958, seuls les cultes, donc comme manifestation matérielle et reconnaissable, sont pris en compte. Et c'est essentiel, parce qu'on vous parle, puisque Charles nous parlait ce matin de l'importance des mots, et elle est cruciale, on nous parle aujourd'hui sans cesse de liberté religieuse. En France, ça n'existe pas. Il y a une liberté de conscience qui inclut énormément de choses, dont le droit, dont le choix de pouvoir croire si on en a envie, ou celui de ne pas croire, ou celui de changer d'avis, de croire puis de ne plus croire, puis de recommencer, et puis de changer de religion. Donc la liberté religieuse, c'est un concept qui, dans la loi française, n'existe pas. Pas plus que la loi de 1905 n'est, comme le répètent à l'envi nos hommes politiques, le droit de croire et de ne pas croire. Non, c'est un choix, c'est pas un droit, et c'est un choix qui s'inscrit dans la liberté de conscience. Et lorsqu'on vous parle de droit de croire et de ne pas croire, en réalité, on vous parle de droit de croire. Le droit de ne pas croire, on l'ajoute parce qu'il faut bien tenir compte de la majorité de la population. Mais on vous parle du droit de croire. Et donc, on ramène la loi de 1905, et la question fondamentale de la liberté de conscience, simplement au droit d'être un croyant. Ce sont des défaites en termes de vocabulaire que nous ne devons plus accepter. Je prendrai un dernier exemple qui n'est pas dans la loi de 1905, mais qui est devenu aussi une antienne qu'on entend chaque jour, c'est celle du vivre ensemble. Le vivre ensemble, dont vous savez tous bien entendu, qui signifie exactement l'inverse. Puisqu'il ne s'agit pas de vivre ensemble, il s'agit, pour reprendre l'expression, de coexister, de faire coexister des communautés entre elles, avec une ambition minimale, c'est qu'elles ne s'entretuent pas. Vivre ensemble, ça veut dire ça. Comme je l'ai dit à la maire de Paris il y a quelques semaines, qui a eu la gentillesse de reprendre l'expression dans son propre discours lors de la remise des prix de la laïcité, on a une expression beaucoup plus extraordinaire, nous les Républicains, c'est la fraternité universelle. Ça veut dire, dans la fraternité universelle, non pas qu'on s'aime tous et qu'on est tous frères, ça veut dire qu'on reconnaît d'abord dans l'autre ce qui est semblable à ce que nous sommes, avant de reconnaître ce qui est différent. Et que donc l'autre est le même que nous, ce qui est exactement l'inverse de ce que signifie vivre ensemble. Tout ça, ça vient de notre loi de 1905. Et puis il y a le dernier texte qui, lui, est encore plus court, c'est l'article 1er de la Constitution de 1958. La France, est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce ne sont pas simplement 4 mots jetés au hasard, on imagine bien, ni même simplement 4 mots juxtaposés. Ce sont des termes qui dépendent l'un des autres. Aucun d'entre eux n'a de sens si les 3 autres ne sont pas là. Et nous avons parlé aujourd'hui longuement des territoires et de l'indivisibilité des citoyens. L'indivisibilité est essentielle à la compréhension de la République. Donc il y a des citoyens, il n'y a pas de communauté regroupée ou séparée dans un vivre ensemble. Et il y a une égalité du territoire en tous ses points. Et c'est ce qui explique que nous ayons eu 90, puis parfois 130, et récemment jusqu'à une centaine de départements. Et ce qui, en tant que républicains, ne peut que nous préoccuper lorsque nous voyons naître des différenciations territoriales avec des métropoles qui englobent des morceaux de départements, des départements qui veulent fusionner pour ne plus constituer qu'un seul ensemble qui serait une sorte de région ou de sous-région. Des régions qui changent de taille, qui changent de forme, qui changent de constituants,
est-ce qu'on peut toujours parler d'indivisibilité de la République dans cette situation? Je n'en suis pas persuadé. Laïque, démocratique et sociale. Et ce que nous avons entendu à propos de l'école aujourd'hui, c'est bien la volonté d'appliquer ou de réappliquer aux Français, aux jeunes Français, aux citoyens français, l'ensemble de ce trésor très, très important en termes de valeurs et si bref en termes de mots. Il faut passer effectivement de cette de ces magnifiques phrases à la réalité. Et pour passer de ces phrases magnifiques à la réalité, eh bien la République a trouvé un seul moyen, c'est son école. Nous sommes aujourd'hui, en parlant de l'école de la République, au cœur absolu de ce qui fait notre pays, de ce qui fait la France, c'est-à-dire de ce qui fait la République française. Parce qu'à la différence d'autres, je ne pense pas qu'il y ait deux concepts, l'un qui s'appelle la France et l'autre qui s'appelle la République. Depuis 2 siècles et demi, ils ne font plus qu'un. Et cette République française ne vit que parce qu'elle forme ses citoyens. Parce que les citoyens français, universalistes, c'est ce qu'il y a de moins naturel au monde. Ce qu'il y a de plus naturel, c'est M. Le Pen. C'est, expression que je rappelle souvent, je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à un Français à un étranger. C'est le sens de la plus grande pente. C'est celui qui ne demande pas, comme disent les jeunes, qu'on pète le moindre neurone. Ça va tout seul, c'est normal, c'est évident. Sauf que cette évidence, c'est la barbarie. Et nous avons fait le pari que par la raison, par la création d'un sujet autonome, rationnel et politique, nous allions remplacer la barbarie par la nation politique et par une nation fraternelle, libre et égale. Ça n'a de sens que si on apprend à le faire. On ne devient pas un citoyen français en naissant. On le devient par sa carte d'identité. On ne le devient pas philosophiquement. Pour le devenir, il faut apprendre à l'être, et c'est notre école qui l'apprend. Et effectivement, elle l'apprend avec quelque chose qui, hélas, est en train de disparaître, qu'on a appelé longtemps avec admiration et depuis un certain temps avec mépris les humanités. C'est-à-dire que c'est avec la philosophie, avec la littérature, avec l'histoire, avec la langue, et particulièrement les langues qui demandent qu'on connaisse leur mécanique, comme le français, comme le latin, comme le grec, qu'on apprend à construire ce dont je parlais ce matin, une syntaxe de l'esprit qui nous permette ensuite de l'appliquer au monde et de le comprendre. Évidemment, aujourd'hui, et particulièrement dans le domaine de l'histoire, la nouvelle école d'histoire qui réfute toute continuité et toute cohérence d'une histoire nationale en la traitant de roman national, et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure le fait que Jean-Louis Leduc rappelle que c'est un récit national et pas un roman national, nous met en grande difficulté. Parce que nous devons aimer notre pays, et on peut le faire. Oh, ça ne veut pas dire qu'on nie ses erreurs, qu'on nie un certain nombre de catastrophes politiques, qu'on nie un certain nombre de responsabilités. Ça veut dire qu'on vit dans cette nation, sur ce territoire indivisible dont nous sommes les citoyens, et que, comme le disait, je ne sais plus, je crois que c'est Charles ce matin, quand il parlait de mélioration, eh bien, notre objectif devrait être de laisser les choses dans un état meilleur que celui qu'on a trouvé, pas obligatoirement de les laisser dans le meilleur état, même si c'est ce que nous visons. Et seule notre école peut nous y aider. D'autant plus qu'aujourd'hui, devant
la domination culturelle anglo-saxonne et nord-américaine, nous sommes confrontés à une perte de sens d'autant plus forte que notre école elle-même, depuis la réforme Haby dont nous parlions ce matin, n'a plus transmis cette formation du citoyen, ou l'a transmis de moins en moins. Mais aujourd'hui, nous avons une chance, c'est que nous en sommes conscients. Nous ne l'étions probablement pas, ou certains, les gens qui sont dans cette salle, je suis à peu près persuadé qu'ils l'étaient. Mais nous étions fort peu nombreux à en être conscients il y a 20 ans, 30 ans, depuis la fin des années 70 et le début des années 80. Il a fallu les catastrophes qu'ont représentées les attentats de 2015 et la suite pour que la grande majorité des Français prennent conscience de ce qui venait de se passer, de l'ensemble des causes et de l'ensemble des conséquences de ce qui venait de se passer. Et il a fallu cela pour que revienne sur le tapis, enfin, la question du retour à la laïcité. Alors ne nous trompons pas, nous ne réussirons pas en 5 ans, 4 ans, depuis 2015, à reconstruire ce qui a été érodé et déconstruit en 40 ans. Il faudra une génération, peut-être 2. Mais nous devons, pendant les 25 ans qui viennent, reconstruire. Et cette reconstruction, elle passe par l'école. Si nous ne voulons pas, comme le disait quelqu'un tout à l'heure qui était derrière moi, à propos de cette génération mue, justement parce qu'elle n'a plus la syntaxe, par ses sentiments, perdre complètement la capacité à analyser le monde qui l'entoure. Vous savez, ce qu'il a dit renvoie à cette expression qui est devenue emblématique des universités américaines, « It hurts my feelings ». Et quand l'ensemble de la société et l'ensemble de la loi sont soumis à la dictature des feelings, la barbarie dont je parlais tout à l'heure n'est pas loin, parce que chacun a ses propres feelings, et l'existence même de l'autre hurts his feelings. Alors pour aider ou pour tenter de lancer, de participer à cette, ce réarmement moral et intellectuel laïque, particulièrement au niveau de l'école, nous avons effectivement, dans le cadre du CLR, produit un certain nombre de propositions que je voudrais vous lire, même si vous les avez sous les yeux, parce qu'elles font sens, et je crois qu'il est important de les entendre par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'elles reprennent exactement tout ce qui a été dit aujourd'hui. La laïcité est une philosophie politique issue des Lumières. L'idéal des Lumières est un idéal d'émancipation par la maîtrise du jugement, seul fondement authentique de la liberté individuelle et collective. Condorcet, dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique, s'oppose à la domination théologico-politique qui met sous tutelle les consciences et donc le libre arbitre. Même s'il n'employait pas le mot, il définit les grandes lignes de la laïcité. Un État, une république, attaché à promouvoir le bien public, pas le bien commun. Et l'émancipation des citoyens ne peut se concevoir sans une instruction publique et laïque. J'espère que chacun de ces mots fait écho à ce que nous avons dit, parce qu'ils y renvoient tous à ce qui a été dit tout au long de la journée. La Troisième République a instauré la laïcité scolaire avant même la loi de séparation des églises et de l'État. Les lois Ferry de 80-82, la loi Goblet de 86, le statut de fonctionnaire accordé aux instituteurs en 1800, marquent le début de l'école laïque. Depuis 1946, les constitutions se sont succédées et énoncent que l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État, pas un service public dont on pourrait se débarrasser, un devoir de l'État. C'est bien plus qu'un service public. Alors nous avons 13 propositions qui se répartissent en 4 catégories. La laïcité de l'école doit être affirmée. Donc les lois qu'a citées tout à l'heure Eddy, je ne les reprendrai pas, font qu'aujourd'hui nous sommes l'un des rares pays européens à financer l'école privée sous contrat.
essentiellement catholiques. Rien ne justifie ce financement qui met en concurrence deux réseaux scolaires sans les mêmes exigences au détriment de l'enseignement public. C'est pourquoi nous demandons un désengagement progressif, parce que nous ne sommes ni des extrémistes ni des hurluberlus, nous comprenons bien qu'une opération de ce type est longue et complexe, mais un désengagement progressif de l'État et des collectivités locales du financement des établissements privés d'enseignement pour transférer les moyens dégagés au financement de l'éducation nationale. Nous demandons que soit contrôlé plus fermement qu'aujourd'hui l'enseignement à domicile et que soient fermées, si nécessaire, comme cela commence à se faire, les écoles confessionnelles hors contrat. Nous demandons d'affirmer par décret et, si nécessaire par la loi, le principe de laïcité pour toutes les missions assurées dans le cadre des activités scolaires et périscolaires et la neutralité de tous les personnels, quel que soit leur statut, y compris les bénévoles, chargés de l'accomplissement de ces missions. La formation des enseignants est évidemment la racine de ce retour à la laïcité. Les former à la laïcité dans les INSP, en affermissant l'enseignement de la laïcité par des circulaires claires, précisant que durant leurs années de formation, les étudiants qui se destinent à l'enseignement se conformeront à ce principe républicain qu'ils auront par la suite, comme le disent les textes, à transmettre et à faire partager à leurs élèves. Que signifie aujourd'hui de voir dans les centres de formation des maîtres des élèves portant des signes religieux les plus ostensibles qui soient, sous prétexte qu'ils sont étudiants d'une université, quand ils vont apprendre qu'à partir de l'année qui suit la fin de leur formation, ils devront transmettre et faire partager la laïcité à leurs élèves. Il conviendra en outre d'assurer le contrôle de la mise en œuvre, et nous revenons à ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Auduc. Assurer la formation initiale à la laïcité des auxiliaires de l'enseignement, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas les enseignants, mais qui tous les jours vont, comme je vous le disais tout à l'heure, empêcher un élève de manger de la viande parce que, avoir sa tête ou son nom, il n'a probablement pas le droit, selon sa religion, ou selon la religion qu'on lui attribue, de le faire. C'est impossible, il faut que ça s'arrête. Assurer la formation continue des personnels à la laïcité. Il ne suffit pas d'avoir validé des compétences ou des connaissances. Il faut que tout au long de la vie de ces personnels, de leur vie professionnelle, soient sans cesse répétées, mises à jour ces connaissances. Il faut aussi favoriser la connaissance de la laïcité dans chaque établissement scolaire pour que tout le monde, y compris les parents, se l'approprie, avec l'appui d'associations laïques reconnues et certifiées qui ne passent pas leur temps à éroder et à détruire la laïcité plutôt qu'à l'enseigner, comme hélas trop souvent pour certaines d'entre elles que je ne citerai pas. Ces actions concernent, tant qu'elle durera et qu'elle sera financée par le public, l'école privée sous contrat. Il est totalement anormal que cette école financée aujourd'hui par des fonds publics puisse avoir, sur ces aspects aussi fondamentaux pour l'avenir de notre pays, des points de vue qui ne sont pas ceux de la Constitution. L'école laïque n'a de sens que si elle fait réussir ses élèves. Massifier l'enseignement a été fait, comme le disait ce matin, je crois, Dominique Schnapper, mais démocratiser n'a pas été réussi. Nous sommes passés des savoirs au centre à l'élève au centre, à la bienveillance au centre. Peut-être faudrait-il revenir à l'idée que la transmission n'est pas un mot fasciste et réactionnaire, qu'au contraire, il est probablement l'un des mots les plus progressistes qui existent. Et peut-être faudrait-il revenir à l'idée de perfectibilité, chère à la Révolution française, transformée en progrès humain,
plutôt que de continuer à utiliser simplement le terme progrès qui renvoie trop au progrès technique et à ses errances lorsqu'il n'est pas justement soutenu par l'idéal de perfectibilité des êtres humains. C'est pourquoi nous voulons affirmer l'universalité des enseignements. Les enseignements sont laïques, aucun sujet n'est exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer ses feelings, sa conviction philosophique, religieuse ou politique, pour contester le droit de traiter une question au programme. Nul ne peut se prévaloir de ses appartenances religieuses pour refuser de se conformer aux règles applicables à l'école publique. Assurer la qualité et la cohérence des programmes pour former des citoyens. C'est bien l'instruction civique, c'est bien les cours de laïcité, mais c'est un petit peu comme les cours de culture générale. C'est un petit peu contradictoire. La culture générale, elle se construit sur l'ensemble des savoirs qu'on a acquis, qu'on a assimilés, à partir desquels on a été capable de construire une pensée autonome. Eh bien, la laïcité, elle se construit de la même façon par l'ensemble des savoirs et par l'ensemble et par la distance critique qu'on a pu prendre à travers ces savoirs. Donc, effectivement, les programmes doivent être de qualité et cohérents pour former des citoyens, mais il ne s'agit pas simplement des programmes qui concernent la laïcité ou l'instruction civique. Il s'agit bien des sciences, des lettres, de l'histoire, de la philosophie, des langues, etc. Combattre l'embrigadement de la jeunesse par la transmission des savoirs critiques, nous l'avons dit. Le regard critique est essentiel et il se constitue par l'apprentissage de l'usage d'outils qui sont des outils de maniement des syntaxes, celle de la langue comme celle du monde. Enfin, assurer la mixité sociale et scolaire, parce que si la République, elle est laïque, et si la République est laïque, elle est sociale, et que, comme l'ont dit plusieurs de nos intervenants, l'un sans l'autre n'a pas de sens. Une République sociale qui ne serait pas laïque se transformerait rapidement en un paradis soviétique. Une République laïque qui ne serait pas sociale se transformerait rapidement en un perroquet de Flaubert qui répéterait sans arrêt « laïcité, laïcité », sans qu'elle puisse s'inscrire dans la nation, dans la mesure où ne pourraient y accéder que ceux qui ont les moyens. Donc la mixité sociale et scolaire est essentielle, et l'idée de sectorisation n'était vraiment pas si mauvaise que ça. Enfin, l'orientation, on en a parlé ce matin, il faut en finir avec cette idée que seule la voie générale et la voie royale pour que la vie de nombreux jeunes gens de notre pays arrivés au bac dans des promotions de 80 à 90% se fracassent sur une première ou une deuxième année d'université pour donner au bout du compte des citoyens qui ne sont pas des citoyens, qui ne sont pas employables, bien que le mot soit au cœur de toutes les politiques technocratiques que nous entendons, qui n'ont pas de métier et qui n'ont pas les outils leur permettant de comprendre le monde. Vous retrouverez ces propositions sur notre site dès lundi. Nous les ferons circuler le plus possible. Nous vous engageons, si vous êtes des acteurs locaux, des élus, des chefs d'établissement, des enseignants, vous-même, à vous en emparer, à les faire circuler, pas obligatoirement avec notre sigle et avec notre nom. Faites-les circuler, parce qu'elles constituent un dispositif qui, si nous arrivons à le mettre en place progressivement, avec celui que nous avons proposé pour l'université, devrait, en quelques années, en 2 décennies, dans cette lente reconquête de la laïcité de la France, nous permettre de revenir à une république apaisée et surtout à une république optimiste, parce que nous vivons quand même dans l'un des plus beaux pays du monde. Merci.
Philippe me rappelle, excusez-moi de l'avoir oublié, que nous participons à une manifestation, à un collectif, nous en avons été l'une des chevilles ouvrières, qui s'appelle le collectif du 11 janvier. Le 11 janvier est une date qui est celle de la manifestation de 2015 qui avait suivi les attentats des 7, 8, 9, c'est-à-dire Charlie, la mort de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge et la veille de Ahmed Merabet, 2 policiers, l'un à côté de Charlie, l'autre qui s'est trouvé en face de M. Koulibaly, et enfin l'hypercachère le 9 janvier à Vincennes. Et donc, un certain nombre d'associations dont je peux vous citer les noms. Au départ, il s'agit du CLR, il s'agit du Printemps républicain, il s'agit de la LICRA, il s'agit du Grand Orient de France, et avec le soutien évidemment et la présence de Charlie, ont décidé qu'il fallait que le 11 janvier soit un grand moment non seulement de recueillement, mais tourné vers l'avenir, vers la République et la laïcité. Et donc nous avons invité la quasi-totalité des associations laïques et des partis et des organisations français à se joindre à ce collectif pour en faire un collectif qui désormais n'a plus de fondateur ou autre. C'est un collectif. Et ce collectif va organiser dans toute la France, par l'intermédiaire des associations locales de nos différentes organisations, par exemple les CLR locaux, des manifestations culturelles ou des rassemblements qui auront lieu le 11 janvier partout en France. Donc à Paris, ça date d'hier soir, vous êtes les premiers à l'apprendre publiquement puisque nous nous sommes réunis hier soir. La manifestation aura lieu à 14h30 le samedi 11 janvier, de Bastille à République, en passant symboliquement par le boulevard Richard Lenoir, ce qui va nous permettre de passer devant le Bataclan, devant la plaque de souvenir d'Ahmed Merabet et à quelques dizaines de mètres de la rue Appert où se trouvait le siège de Charlie. Il y aura donc cette manifestation et il y aura des dizaines, nous l'espérons des centaines d'artistes, musiciens, street artists, qui vont être présents tout au long du parcours pour proposer, parce que Charlie le voulait comme ça, des actions artistiques autour de cette question de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, de la République et de la laïcité. Si vous avez pu venir aujourd'hui dans ces conditions ici, je suis sûr que vous serez tous le 11 janvier à Bastille. Merci.